Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'École d'architecture de Paris-Val-de-Seine, co-directrice du Centre de recherche sur l'habitat. Donc vos recherches s'intéressent, on l'imagine, à la manière dont nous vivons dans nos logements, selon les évolutions de ceux-ci, mais aussi selon les évolutions de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire selon les évolutions des villes, selon les évolutions de nos sociétés, tout ce que ça implique en matière d'usage. Ce qui vous amène en tout cas à vous interroger notamment sur l'habitat participatif. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ça vous amène à vous interroger aussi sur la notion d'espace partagé. Vous avez soutenu une thèse il y a quelques années sur les expérimentations architecturales dans le logement social. C'est le il y a quelques années qui vous fait rire, ouais. Il y a quelques années, ça marche toujours, je n'ai pas précisé combien. C'était il y a 1 an ou 2 ans, j'imagine. Une thèse sur les expérimentations architecturales dans le logement social et la manière dont elles ont pu être reçues par les habitants, et notamment dans un cadre précis, celui de la maison radieuse de Rezé, donc une cousine de la grande unité d'habitation qu'on a ici à Firminy, conçue par Le Corbusier. On commencer peut-être comme une introduction à notre sujet avant d'évoquer de façon large et générique les espaces partagés dans l'habitat. On va voir la forme qu'ils peuvent prendre dans un bâtiment de logement en particulier. Encore une fois, qui va nous parler, un bâtiment qui va nous parler ici, puisque c'est donc la maison radieuse de Rezé. Je rappelle qu'il y a 5 unités d'habitation de Le Corbusier. Le Corbusier a conçu 5 bâtiments du type de celui qu'on a ici à Firminy. Il y en a également un à Berlin, un à Briey, un évidemment à Marseille et un à Rezé, donc juste à côté de Nantes. C'est celui-là que vous allez nous présenter. Donc avant de faire peut-être le recensement des espaces partagés de la maison radieuse de Rezé, avant de nous raconter votre regard sur chacun de ces lieux-là, leur évolution aussi à travers le temps, on va peut-être commencer par déjà présenter, c'est un peu voilà, une petite introduction à notre journée d'études, une petite balade. C'est comme un roman photo que vous nous aurez, dont vous êtes la réalisatrice. Alors on vous suit, direction la maison radieuse de Rezé, Sabrina Bresson. Donc effectivement, bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de ce bâtiment emblématique, mais que vous connaissez déjà très bien à Firminy, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, David, c'est plus qu'une cousine, c'est une sœur de l'unité d'habitation de Firminy. Donc la maison radieuse de Rezé, c'est comme ça que les habitants l'ont appelée, dès sa livraison en 1955. C'est un immeuble que je connais très bien, parce que en fait, j'ai commencé à faire un travail d'enquête dans cet immeuble. J'étais encore étudiante, c'était même avant ma thèse. Donc c'est un immeuble que je visite régulièrement depuis 2003. Donc ça commence à faire un bout de temps. Donc un immeuble de 294 logements qui est livré, je l'ai dit, en 1955. C'est la 2e unité d'habitation de Le Corbusier après celle de Marseille. Et en 1955, elle est construite dans la campagne rezéenne. On est au sud de Nantes et on est encore assez loin de Nantes. Elle est un peu éloignée de tout. Et ce qui est intéressant avec ce bâtiment et qui m'a amené après à réfléchir à cette question des espaces partagés, de l'habitat participatif, et c'est peu connu pour ce bâtiment, c'est qu'il est réalisé par une coopérative HLM. Et donc, dès le début, on a un statut coopératif. Les habitants qui s'installent dans les années 50 dans cet immeuble sont des locataires coopérateurs. Donc ils emménagent dans l'enthousiasme des 30 Glorieuses, mais aussi dans l'enthousiasme de cette idée de la coopérative où chacun fait partie d'un ensemble. En fait, on paye un loyer qui amortit le coût de la construction et du prêt de l'amortissement du prêt de la coopérative HLM. Et puis on devient, au bout de 65 ans, alors c'était un peu la difficulté du montage financier, on devient coopérateur et en fait on est dans une sorte de copropriété ou de propriété collective de cet immeuble. Et donc dès le début, il y a une association des habitants qui se monte, l'association des habitants de la maison radieuse, pour réfléchir en fait aux espaces collectifs et à la manière de vivre collectivement cet immeuble. Évidemment, 60 ans plus tard, le contexte a un peu changé. Les évolutions de la métropole de Nantes font qu'aujourd'hui, la maison radieuse, elle est insérée dans un quartier pavillonnaire avec des ensembles HLM autour, un grand centre commercial, le bourg de Rezé qui s'est développé, et puis une station de tramway à 5 minutes de l'immeuble qui nous emmène très rapidement dans le centre-ville de Nantes. Donc on est vraiment aujourd'hui presque au cœur de l'agglomération nantaise. Et puis surtout, ce qui a changé, c'est que en 1971, la loi Chalandon met fin
au statut de la coopérative d'habitants. Et il faudra attendre les années très récentes et la loi Allure sur l'habitat participatif pour retrouver un statut de coopérative. Donc à ce moment-là, en 71, les habitants ont le choix entre soit acheter leur appartement et devenir propriétaire, soit devenir locataire d'un bailleur social. Et donc on a gardé à Rezé ce mélange social, si on peut appeler ça comme ça, entre une partie de locataires HLM et une copropriété. Un mélange qui n'a pas de distinction dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'en fait, les appartements sont répartis un peu de manière aléatoire. Il n'y a pas un étage de locataires HLM et puis un étage de copropriétaires. Tout ça est très mélangé. Et aujourd'hui, le bailleur social reste majoritaire, mais on est quand même très, presque 50-50. Je ne connais pas les chiffres très récents, mais je pense qu'on est autour de 55% de locataires HLM pour 45% de copropriétaires. Et donc, depuis les années 70, ce changement de statut de l'immeuble, il a engendré des recompositions sociales de l'immeuble à la Maison Radieuse. C'est-à-dire que, effectivement, les habitants ont changé. Il y a eu différents vagues de peuplement avec des habitants qui ne sont pas arrivés tous dans le même contexte que celui effectivement enthousiaste des premiers coopérateurs, et notamment des habitants, des locataires HLM qui arrivent dans les années 80 de manière un peu contrainte, dans un contexte de paupérisation de l'habitat social, avec des difficultés sociales de plus en plus grandes. Et donc ça questionne aussi la manière dont se sont transformés les espaces partagés à ce moment-là. Et puis plus tard, des nouvelles vagues de population, et en particulier au moment où moi j'ai enquêté dans ces immeubles, c'est-à-dire entre 2003 et 2010, où j'ai vraiment été très présente dans cet immeuble, une nouvelle vague de peuplement avec des habitants qui se réintéressaient. C'est intéressant parce que c'était les prémices de l'habitat participatif à ce moment-là, qui s'intéressaient justement à l'immeuble. Alors évidemment pour la signature et pour l'architecte, parce que c'est un immeuble emblématique, mais aussi parce que c'est un immeuble qui propose des espaces partagés qui ont été réappropriés à partir de ces années-là, peut-être d'une autre manière que celle de la manière dont Le Corbusier les avait pensés et les avait imaginés. Alors, je peux enchaîner directement, David, sur ces espaces, juste pour en faire un petit panorama. Comme dans la conception de Le Corbusier, l'immeuble il a été construit dans un parc important de plusieurs hectares, et Le Corbusier il avait pensé, et ce parc il a été préservé, hein, il n'a pas été grignoté par la ville, et donc ce parc il avait été pensé dans la conception de Le Corbusier et puis dans la conception un peu hygiéniste de l'après-guerre comme un espace pour les activités de plein air, dans un contexte aussi où les gens n'avaient pas beaucoup de loisirs à l'extérieur de leur logement, et il s'est transformé progressivement au cours du temps. Il y a eu des phases d'appropriation plus ou moins positives de ce parc. Dans les années récentes, cet espace, qui est vraiment un espace approprié par l'association des habitants et qu'il revendique vraiment comme un espace du partage, aujourd'hui, il est plutôt pensé comme un espace justement du lien social, où on se retrouve autour d'un jardin partagé. Là, je vous ai choisi une photo où il y avait une intervention de l'école d'architecture de Nantes. Les étudiants avaient reproduit le cabanon de Le Corbusier à l'échelle 1 pour en faire finalement une cabane de jardin. Voilà, pour vous montrer comme les espaces ont changé. Autre espace partagé important de cette unité d'habitation, le hall d'entrée. Contrairement à l'immeuble de Marseille, il n'y a pas cette troisième rue commerçante. Le Corbusier n'a pas eu le budget pour développer ces services-là, mais il a pensé dans le hall de l'immeuble des espaces appropriables pour des services du quotidien. Et donc, dès le début de la livraison de l'immeuble, il y a eu différents services dans ce hall. Il y a eu pendant très longtemps, jusqu'à 2002, un guichet de poste. Il y avait un petit kiosque à journaux et puis un point téléphone dans une période où les gens n'avaient pas encore le téléphone à la maison. Et donc là, de la même manière, en 60 ans, les usages de cet espace ont beaucoup évolué et la poste a disparu, ce qui a valu aussi un mouvement social. En fait, ce hall, c'est intéressant parce que c'est un objet
objet de lutte important des habitants pour la préservation des services collectifs. Donc ça veut bien dire qu'ils participent vraiment à la vie et à l'identité de l'immeuble. Il y a eu un mouvement social important en 2002 quand la Poste décide de fermer le guichet de poste, où les habitants mobilisent le patrimoine architectural pour défendre ces espaces partagés. Et le slogan de l'époque, c'était « Poste fermé, patrimoine mutilé ». Là, je vous ai mis une photo du kiosque à journaux qui a été transformé au gré du temps. À ce moment-là, ça avait été transformé comme un local associatif où les habitants venaient se retrouver pour faire des jeux de société, boire un thé, etc. Pardon, on est dans le hall, là, ce kiosque à journaux? Excusez-moi, voilà, ouais. On y revient. On est dans le hall, oui. Oui, on est dans le hall. C'est le petit kiosque à journaux qui est au fond. Je vous ai mis une image des rues intérieures parce que même si c'est pas un espace de la vie collective, Le Corbusier les a quand même imaginés vraiment comme des rues, au sens de la rue où on se rencontre, où on se croise. Alors, il y a différentes théories, il y a un débat sur ces rues intérieures. On ne sait pas très bien si Le Corbusier les a pensées pour la rencontre ou pas. Mais en tout cas, il y a un service qui est intéressant parce qu'il y a ce petit système, là, vous voyez des coffres, qui sont des coffres de livraison qui arrivent directement dans les cuisines. Et dans les premières années, c'est un service qui est développé par la coopérative d'habitants, c'est-à-dire qu'ils mettent en place un système de livraison. Les habitants peuvent commander des produits frais, du pain, de la viande, je crois, du lait, et puis les commerçants du quartier viennent livrer le matin. Le soir, vous mettez un billet, quelques pièces dans votre casier de livraison, et le matin, vous avez le pain frais qui est livré directement dans votre cuisine. Et ça, c'était mis en place par la coopérative, mais c'est aussi le dispositif de Le Corbusier qui permet de développer ce service collectif. Évidemment, le toit-terrasse avec l'école qui a permis à de nombreux jeunes, alors là-bas ils les appellent les corbus ou les enfants du corbu, donc de nombreux jeunes de l'immeuble d'aller à l'école juste en prenant l'ascenseur et en montant. Donc un lieu de rencontre aussi extrêmement important pour les parents, et évidemment des anecdotes sur on emmène les enfants parfois en pyjama ou en chaussons à l'école. Je précise, pardon, que dans cette école, on a aussi des habitants. Ça pourra on va en reparler peut-être tout à l'heure, mais ça nous interroge aussi sur la question d'espace partagé. On a aussi des habitants qui ne vivent pas dans l'unité d'habitation. Oui, alors, quelques-uns qui sont du voisinage. Dans les premières années, c'était pas le cas parce qu'en fait, dans les premières années, quand les familles qui emménagent sont très homogènes socialement et on a plutôt des familles avec des jeunes enfants. Puis progressivement, les familles vieillissent et il y a peu de turnover. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont restés, même s'il y a eu ce gros changement en 71. Et donc, on a des familles qui vieillissent et de moins en moins d'enfants. Et effectivement, à partir des années 90, surtout à partir des années 90, l'école elle est menacée à plusieurs reprises de fermeture parce qu'il n'y a plus assez d'enfants au Corbu pour pouvoir maintenir les classes. Donc elle a été ouverte aux enfants de l'extérieur et aujourd'hui il y a des enfants de l'extérieur. Et puis aujourd'hui il y a une nouvelle population un peu plus jeune qui s'est installée au Corbu avec... Et pour ces nouvelles populations qui s'installent au Corbu, c'est un argument vraiment important, l'école sur le toit, et cette idée qu'on va avoir une proximité avec l'école et qu'on va pouvoir rencontrer les parents, etc. Et puis un autre espace qui est intéressant, d'ailleurs je ne sais pas très bien comment c'est à Firminy, comment c'est approprié, mais sur le pignon nord de l'immeuble, il y a des délaissés architecturaux, des espaces qui sont laissés vacants, mais qui sont aussi pensés pour être appropriés un peu librement par les habitants. Et là aussi c'est intéressant parce que si on regarde sur le temps long, moi on m'a beaucoup parlé du club télé dans les années 60 parce qu'on n'avait pas la télé à la maison, donc en fait on organisait des soirées collectives où on venait regarder la télé ensemble, les matchs de foot, ou je ne sais pas très bien quoi. Mais évidemment, avec le temps, ça n'avait plus de sens. Donc, en fait, en fonction des besoins des habitants, des aspirations, de l'esprit du temps, les habitants remobilisent ces espaces et les aménagent. En fait, c'est très sur le modèle de l'autogestion. Hein. Le bailleur intervient très peu là-dedans. C'est l'association des locataires qui aménage ça. Parfois, c'est même des habitants, spontanément. Là, par exemple, je vous ai mis une photo. Spontanément, des habitants avaient mis des équipements pour faire de la gym ou du sport qui ne tenaient pas dans l'appartement. Plutôt que les mettre dans le salon, on va les partager et on va les mettre dans ces espaces et on peut se retrouver pour faire un peu d'exercice quotidien.
Un autre espace, alors là, c'est un appartement qui est laissé, c'est l'appartement témoin qui est laissé à la disposition de l'association des habitants. Et donc, ils en ont fait à l'étage une petite bibliothèque pour les enfants essentiellement, mais aussi pour les habitants. Et c'est un endroit où on vient partager des livres, c'est-à-dire, je ne crois pas qu'ils aient un gros budget, mais en fait, on vient déposer les livres qu'on a déjà lus, et puis on en prend d'autres. Et en fait, il y a un système, là aussi, vraiment sur le modèle du fonctionnement associatif et de l'autogestion, en fait. Et ça, c'est vraiment l'esprit de la coopérative qui a perduré dans le temps. Mais David le disait tout à l'heure, ça n'a pas été toujours rose. Et il y a évidemment eu des moments où ça a été plus compliqué. Voilà, donc c'est un petit tour des espaces collectifs. Il y a peut-être un seul espace que je ne vous ai pas montré parce que je n'ai pas retrouvé de photo. À l'extérieur, il y a une espèce de local qui a été longtemps un atelier un peu débarras et qui a été réaménagé récemment en atelier de recyclage où les habitants viennent bricoler collectivement et échanger du matériel à recycler. Et peut-être juste un mot sur cet ouvrage auquel vous avez participé, si vous pouvez peut-être nous le présenter, mais c'est vrai que ça va avec avec ce que vous venez de nous dire. Oui, exactement. Tout ce que je vous raconte là, c'est issu d'un ouvrage auquel j'avais collaboré avec Sylvette Denef, Nicole Roux et Annie Dussuet, 3 collègues sociologues, où effectivement on retrace un peu cette enquête qu'on avait fait. L'ouvrage, il commence à dater aussi, il date de 2006, et puis il est épuisé, mais vous pouvez le trouver en open édition sur Internet. Et donc, Habiter le Corbusier, parce qu'effectivement, il y a énormément de publications sur l'architecture de l'immeuble, sur l'histoire architecturale et la pensée de Le Corbusier, mais finalement, très peu de bilan social de la manière dont les gens vivent dans ces bâtiments de Le Corbusier. Merci pour ce petit tour, Sabrina Bresson. Peut-être on peut vous applaudir même, je crois. Merci pour ce petit tour, effectivement, au sein de la Maison Radieuse. Justement, puisqu'on est à la Maison Radieuse de Rezé, on n'est pas n'importe où. Alors, on pourrait le dire de n'importe quel lieu, mais ici en particulier, et vous évoquiez tout à l'heure le rôle... combien la fierté que peuvent avoir les habitants d'habiter ici, combien la valeur patrimoniale du lieu amène aussi un petit peu à faire évoluer la façon dont on habite le lieu. Pour le coup, j'étais resté quelques jours là-bas et c'était vraiment quelque chose qui m'avait frappé, c'est-à-dire que ce lieu, il fonctionnait très bien, mais il fonctionnait très bien aussi parce qu'il y avait le tampon Le Corbusier, Maison Radieuse, etc. Donc il y avait un peu une espèce d'auto-satisfaction, vous voyez, qui rendait le lieu d'autant plus agréable. Et donc, ce que vous nous montrez ici et tout ce qu'on va pouvoir en tirer, là, en discutant tout de suite, en quoi est-ce que c'est spécifique à la Maison Radieuse de Rezé et en quoi est-ce que ça peut s'appliquer plus largement à des questions d'espace partagé ? Alors, dans ce que vous dites, moi, je pense qu'il y a 2 questions. Il y a la question de l'architecture, parce qu'effectivement, on est quand même dans une architecture emblématique, avec une pensée derrière. Et puis, il y a la question des formes de réappropriation ou de mobilisation des habitants autour du patrimoine architectural. Sur la question de l'architecture, ce qui est intéressant, c'est que dans le projet de Le Corbusier, qui n'est pas non plus un projet de vie collective. Enfin, justement, Le Corbusier, ce qu'il raconte dans ses ouvrages, c'est qu'en fait, il cherche les formes d'habitat collectif qui permettent de se débarrasser des contraintes de la promiscuité, parce qu'il y a quand même presque 300 ménages dans cet immeuble. Donc, voilà, il essaye de se débarrasser de ces contraintes-là et potentiellement de permettre que les habitants, en fait, ils laissent libre les habitants de s'insérer ou pas dans la vie de voisinage. Donc ça, c'est intéressant, c'est cette espèce d'équilibre que je crois on retrouve dans les réflexions sur l'habitat participatif, parce que je crois que dans l'habitat participatif, les mouvements associatifs disent vivre ensemble, chacun chez soi. Donc c'est vraiment l'idée de trouver le juste équilibre entre la cellule privée du logement, la vie familiale, etc., et la vie collective. Et donc ces espaces de la vie collective tels que les pense Le Corbusier, effectivement, ils permettent des appropriations, mais ils permettent aussi une vie
sans relation de voisinage intense, ce qui a été le cas, ce qui est le cas toujours, j'imagine, pour certaines familles, et puis ce qui a été le cas, parce que vous disiez, il y a un enthousiasme, il y a une identité forte, mais qui n'est pas nécessairement partagée. Et il y a eu des moments un peu difficiles dans la vie de l'immeuble, notamment après le changement de statut et à la fin de la coopérative, même si l'esprit de la coopérative reste très, très ancré dans l'immeuble. Pour certains locataires qui arrivent un peu sous contrainte, parce que l'immeuble de Le Corbusier, dans la banlieue sud de Nantes, c'est un des immeubles les moins chers du point de vue du loyer. Donc il y a des familles qui arrivent là un peu sous contrainte et qui préféreraient vivre dans l'immeuble tout neuf qui est à 2 pas et qui ne comprennent pas bien en fait, l'enthousiasme, qui trouvent les espaces contraints, trop petits, etc. Et dans les années 80-90, moi ce que je soulignais dans ma thèse, c'est, puisque j'avais essayé de travailler un peu sur le temps long et d'interroger différentes catégories d'habitants qui avaient emménagé dans différents contextes. Et dans les années 80-90, il y a aussi beaucoup de conflits de voisinage dans ces espaces partagés, notamment dans les espaces du parc, où certains trouvent que les enfants et les jeunes restent trop tard à faire du bruit, peut-être à laisser des déchets derrière eux, etc. Il y a aussi des conflits autour des chiens, les chiens qui font leurs besoins dans le parc où ensuite les petits vont jouer. Donc en fait, il y a beaucoup de conflits qui apparaissent dans ces années-là quand finalement il y a une hétérogénéisation de la population de l'immeuble, et c'est finalement les différences sociales qui s'expriment dans les espaces partagés. Donc dans la question des espaces partagés, il y a beaucoup cette question de avec qui on peut partager, et est-ce qu'on peut partager avec tout le monde, toujours de la même manière, et surtout sur le temps long. Parce que là, moi je trouve que c'est vraiment l'intérêt de cet immeuble, c'est qu'on a 60 ans de recul, et donc on voit très bien comment ces espaces ils sont délaissés à des moments. Le hall de l'immeuble, moi, quand j'ai fini ma thèse, la poste n'existait plus. On avait un peu du mal à faire vivre ce petit kiosque à journaux. Et c'était un peu difficile. Et puis, depuis 4-5 ans, je pense même peut-être un peu plus, il y a eu une remobilisation de l'association des habitants, et notamment de nouveaux locataires, qui ont mobiliser ce lieu, réinvestir ce lieu et réfléchir à des nouvelles manières de l'habiter. Et aujourd'hui, dans ce hall, toutes les semaines, il y a un petit marché de producteurs locaux. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on remobilise, on réactualise en fait cet espace autour du contexte très, très lié à 2021 et aux enjeux de notre époque, et notamment aux enjeux de consommation peut-être un peu différentes. On va moins au grand centre commercial qui est à côté, et puis on va plus au petit marché dans le hall. Donc il y a une remobilisation. Et peut-être juste sur la question du patrimoine, là aussi, la question du patrimoine, elle n'est pas également partagée. Et pour un certain nombre de locataires HLM, surtout parce que ceux qui viennent et qui achètent dans l'immeuble, ils viennent quand même parce qu'ils ont un intérêt pour l'immeuble et ils ont un intérêt pour le patrimoine. Mais pour certains locataires HLM, la question du patrimoine, elle est plus difficile à comprendre. Vous parliez à l'instant du hall. J'aimerais vous interroger, Pierre Servin, là-dessus, parce que, alors certes, il est un peu plus large qu'un hall d'immeuble conventionnel, on va dire, mais ça reste un hall d'immeuble. En fait, c'est ça un espace partagé. En fait, c'est un hall. Vous parliez des rues, donc les rues, ce sont dans le système des unités d'habitation de Le Corbusier. Finalement, en fait, les rues, c'est juste des paliers, quoi. Donc, Pierre Servin, avant que tout à l'heure, vous allez nous présenter plus spécifiquement une définition peut-être des espaces partagés, mais ça commence avec un hall d'entrée, ça commence avec un palier, ça commence avec peut-être même les places de parking au pied des logements. Oui. Non, mais on n'a pas cette image-là d'espace partagé, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler pour préparer ça, pour préparer notre discussion, je m'imaginais, j'étais tout de suite dans des salles de sport partagées, des buanderies, des choses comme ça. Mais en fait, déjà, un hall, est-ce qu'on peut le considérer comme un espace partagé? Ou peut-être ça dépend d'ailleurs de l'intention de l'architecte. Ouais, il y a plusieurs types de partage, en fait. Il y a plusieurs types de communs. Souvent on me dit en fait, oui, mais là ce que vous me racontez là, ça se voit partout en fait, et de la convivialité entre voisins, il y en a partout, des espaces partagés, là mon hall d'immeuble c'est un espace commun aussi, quoi. Mais bon, effectivement là, ce qui est cherché dans un habitat participatif, c'est quelque chose de commun plus que ça, quoi. C'est-à-dire c'est pas simplement un espace qui physiquement et les gens le partagent physiquement, quoi. C'est aussi on en fait quelque chose, quoi. Il y a une mise en projet de ce lieu-là
Il y a quelque chose qui fait que ça devient le lieu d'habitation collective. C'est un lieu habité, en fait, en un mot. C'est ça la grande différence. C'est ça qu'on recherche dans les habitats participatifs, c'est de faire en sorte que les lieux communs soient habités. Contrairement aux lieux communs qui sont habituellement en architecture ce qu'on appelle les lieux intermédiaires, qui sont des entre-deux, entre le public et le privé, qui sont une sorte de zone de tampon entre le lieu qui est privé, qui est habité, qui est investi, où on met la décoration, où on y habite, quoi, et puis le public qui est géré par l'État ou par la collectivité publique ou qui est géré par quelqu'un d'autre en tout cas. Et les espaces communs, c'est juste un espace habituel, hein, les espaces communs de distribution intermédiaire, c'est des espaces communs de zones tampons, des halls d'immeubles, des escaliers qui sont neutres, qui sont forcément neutres, il faut qu'ils soient neutres. Et s'ils ne sont pas neutres, on appelle ça une appropriation illégitime, le squat des halls, quoi. Et ça, c'est la politique architecturale majoritaire. Alors évidemment, Le Corbusier et la Charte d'Athènes est effectivement à l'inverse de ça, c'est une position minoritaire. Mais les communs, il y a de moins en moins de communs dans l'architecture, comme dans plein d'autres choses d'ailleurs. Et les habitats participatifs, comme la Charte d'Athènes, se retrouvent dans le pari inverse de, au contraire, miser sur les communs. Et miser sur les communs pour qu'ils soient habités. Et ce qui est spécifique, en tout cas, chez Le Corbusier, enfin, c'est pour le coup, en fait, de vous écouter, Sabrina Bresson, ça inverse mon image de l'habitat, de l'espace partagé, parce que finalement, on se rend compte que, enfin voilà, ce que vous disiez à l'instant, c'est que dans ces communs habituels, on pourrait dire dans ces communs on a une vraie appropriation. Là où les espaces délaissés que vous nous montriez tout à l'heure, qui peut-être à l'origine, ça ressemble plus à ce que je m'imaginais d'un espace partagé. Ben, là, pour le coup, c'est un espace délaissé. C'est le hasard de l'architecture de Le Corbusier qui a permis d'avoir ces espaces-là. Parce que concrètement, c'est le système structurel des unités d'habitation de Le Corbusier qui fait qu'il y a des endroits un peu en trop, qui sont trop petits pour faire un logement, trop grands pour en faire rien. Bon, ben voilà, on en fait une salle de sport. Oui, mais je pense qu'il faut aussi relier ça à la production du logement en général. C'est-à-dire que sur ces espaces délaissés, il y a aussi quelque chose qui a disparu du logement social, mais qu'on appelait les LCR, les locaux communs, je ne me rappelle plus ce que veut dire le R. Enfin, bon, bref, c'était des... Résidentiels, voilà. Les locaux communs résidentiels, qui étaient des espaces pensés de cette manière-là. En fait, ces délaissés, ils sont pensés comme des locaux communs résidentiels, ces fameux LCR, qui étaient pensés pour permettre la vie associative, la vie locale, des activités diverses et variées des habitants. Donc ça pose la question aussi de comment, depuis la Charte d'Athènes, qu'on accuse très souvent de tous les maux et de la production des grands ensembles d'habitat de l'après-guerre, parce qu'effectivement la Charte d'Athènes, ça a aussi produit le pire du point de vue architectural, mais comment finalement, dans l'évolution de la production du logement, de la production immobilière en général, en fait, il y a eu probablement une perte de la qualité de ces espaces, qui sont à l'origine pas des espaces partagés, effectivement, on les appelle les espaces intermédiaires, c'est le hall d'entrée, c'est le pied d'immeuble, c'est la cage d'escalier parfois, mais en tout cas, dans la pensée de Le Corbusier, ce sont des espaces qui sont autant qualitatifs que les espaces du logement, et sur lequel il y a vraiment une réflexion de l'architecte. Et ça s'est perdu, moi je pense, pour des questions beaucoup d'argent et pour des questions de gestion. C'est-à-dire que voilà, ça coûte cher aussi de faire des espaces partagés, des espaces intermédiaires, des espaces communs, peu importe comment on les appelle, ça coûte cher. Et ça a un coût de gestion. Et les bailleurs aujourd'hui ont plutôt tendance à tout fermer les pieds d'immeubles, résidentialiser, c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est aussi pour avoir moins de charges de gestion et moins de problématiques de gestion, parce qu'il y a aussi des problématiques et quand on crée des espaces communs, on crée aussi potentiellement des espaces du conflit. Donc je pense que c'est aussi à remettre dans la question générale de la production de tous ces espaces dans l'habitat collectif, et peut-être que il y a aussi une question d'échelle, parce que les expériences d'habitat participatif aujourd'hui en France, elles ne sont pas à la même échelle que l'immeuble de Le Corbusier. C'est souvent plutôt des logements avec 10, 15, 20, peut-être une trentaine de logements, mais on dépasse rarement cette échelle-là. Donc on n'est pas sur les mêmes logiques d'échelle, sur les mêmes logiques de gestion. Et donc ça pose aussi ces questions-là, mais ce qui est intéressant, c'est comment ces exemples, celui de Le Corbusier ou ceux de plus petites échelles de l'habitat participatif,
nous permettent de réfléchir à cette question des espaces intermédiaires. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, parce que je ne veux pas non plus dire que tous les bailleurs font mal, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'aussi, en ce moment, j'ai un programme de recherche sur ces questions, il y a des bailleurs sociaux qui se reposent la question de comment animer la vie sociale et impliquer les habitants dans la gestion du quotidien. Et donc, évidemment, ça passe par ces espaces. Ça passe par ces espaces, donc ça passe par l'architecture. Après, cet après-midi, on aura bien l'occasion d'interroger le rôle de l'architecte, justement, dans le cadre de ces projets-là. Mais là, pour rester sur Le Corbusier, pour rester sur le hall même, l'exemple du hall, en soi, il est très bien, le hall de la Maison radieuse de Rezé. On n'a pas loin d'avoir le même ici à Firminy, et il n'est pas du tout animé de la même manière. Donc, alors, je veux même pas dire c'est entre l'architecte et la manière dont on l'habite, parce que d'une certaine manière, à partir du moment où l'architecte fait un lieu un peu vaste, on a 1000 manières de s'approprier un lieu. 2 réponses là-dessus. 1, l'association des habitants s'est toujours battue pour que le hall reste ouvert. Donc, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée là, mais il n'y a pas d'interphone, le hall est très ouvert, etc. Donc, ça permet des circulations un peu libres, y compris de l'extérieur. Donc, ça veut dire quand il y a le marché le vendredi, si les gens du quartier veulent venir au Corbu, c'est possible. Ce qui est de plus en plus rare dans les immeubles d'habitat collectif. Et puis 2, et là, c'est vraiment la particularité de l'immeuble de Rezé, c'est la coopérative. C'est la coopérative qui a marqué la vie collective dans cet immeuble. Parce que c'est pas juste, effectivement, c'est pas juste la question spatiale, évidemment, c'est comment les habitants ont appris à vivre ensemble et se sont investis dans cet immeuble. Et le fait qu'il y avait cette volonté de faire partie d'un tout. Ils disent beaucoup ça, les habitants de la première heure. La coopérative, c'était faire partie d'un tout. Il y avait vraiment cette idée-là de partage d'autre chose que de l'espace, mais aussi de la vie du quotidien. Et ça a marqué l'immeuble. Alors, ça a marqué l'immeuble, mais pourquoi ça s'est réactivé? Parce que quand même, il y a un moment où ça disparaît, où c'est compliqué. C'est tenu par les plus anciens habitants, par ceux qui sont très investis, mais qui ont des difficultés. Et en fait, à un moment, ces habitants qui tiennent, là, ces habitants de la première heure qui tiennent l'association, ils rentrent un peu, enfin leurs idées rentrent en congruence avec les nouveaux habitants qui arrivent, qui ont plutôt un profil de jeunes, trentenaires, quarantenaires, parfois des familles avec des jeunes enfants, parfois des couples sans enfants ou des célibataires, et qui arrivent dans cet immeuble parce qu'ils en ont entendu parler localement, parce qu'ils savent qu'il y a ces espaces de la vie collective et qui veulent les réinvestir d'une autre manière, et qui veulent les réinvestir autour des questions patrimoniales et aussi autour des questions environnementales. La réappropriation du parc récente, elle est vraiment autour de, quand même, on habite dans l'agglomération nantaise, c'est pas si commun d'avoir un parc de cette qualité-là et de vivre comme ça, à proximité de la nature, et de pouvoir jardiner au pied de son immeuble, c'est pas si commun dans une agglomération de la taille de celle de Nantes. Mais ça m'interrogeait aussi sur la volonté de tout un chacun de partager des espaces. Pierre Servin, ce hall, encore une fois, peut-être qu'on peut trouver des halls d'immeubles dans le logement collectif à travers la France qui puissent présenter des caractéristiques communes, presque ouvert, un peu grand. En tout cas, ça serait facile à transformer un hall existant, un hall conventionnel, en un lieu plus appropriable. Et pourtant, ça se fait pas. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de logements d'ensemble de logements collectifs qui pourraient un jour mettre en commun un espace qui existe déjà et qui vont pas se mettre entre voisins et se dire, tiens, on va investir ce lieu-là. Ça se fait pas, ou ça se fait peu en tout cas. Du coup, ça m'interroge en fait sur. Bon, je veux pas non plus trop empiéter sur votre présentation qui va venir dans un instant, mais est-ce qu'on en a vraiment envie de ces espaces partagés-là? Est-ce que quand on n'a pas soit tout cet habillage-là, Le Corbusier, patrimonial, les espaces partagés, donc on perpétue la tradition, ou bien nous, on est un groupe de 10 habitants, on a envie d'habiter ensemble, donc on met ça en place. Est-ce que quand il n'y a pas une de ces situations-là, on a envie de partager des espaces au final? Alors évidemment, effectivement, quand vous dites je ne veux pas trop empiéter, c'est justement là-dessus que j'ai structuré mon propos, c'est qu'effectivement dire qu'il y a plusieurs supports en fait, qui permettent l'appropriation. Et les espaces en sont un, mais c'en est un parmi d'autres, mais comme l'a très bien dit Sabrina. Mais en tout cas, c'est sûr que dans les cadres, dans ce qu'on peut appeler des habitats classiques, par opposition en fait, à quelque chose où il se passe quelque chose de particulier, d'exceptionnel, comme au Corbusier ou comme dans les habitats participatifs par exemple, bon, c'est très rare en fait qu'on ait cette envie-là. Il y a
des bailleurs sociaux ou des accompagnateurs qui essayent de dire bon, nous on aimerait bien qu'il y ait plus de, on vous propose plus de services, plus de choses pour qu'il y ait plus, que vous partagiez plus de choses. Qu'est-ce que vous aimeriez bien? Et les gens, la plupart du temps, ils répondent mais rien en fait. Nous on veut un truc, on veut être chez nous et sinon on veut de l'isolation en fait. On veut voilà, non surtout rien, mettez rien. On va pas empiéter effectivement sur la présentation. Donc sur ce sujet, je m'arrête là. Peut-être une dernière question avant de passer à la suite, et peut-être on aura l'occasion de faire passer un micro s'il y a déjà des premières réflexions qui vous viennent. Non, je m'interrogeais sur la... Bon, j'espère que ça ne va pas empiéter là encore sur ce que vous dites tout à l'heure, Pierre Servin. Mais non, je m'interrogeais sur le fait que les espaces partagés dont vous nous parliez en particulier, je pense ne serait-ce que tout en bas, le hall, et tout en haut, l'école maternelle, sont ouverts au public extérieur, en tout cas font participer du public extérieur. C'est un cas... Alors, peut-être Pierre Servin, et puis peut-être vous pourrez préciser ensuite Sabrina, mais c'est un cas spécifique d'espace partagé, ou bien ça vraiment dans tous les espaces que vous avez l'occasion de recenser, de voir, d'étudier, ça arrive très souvent qu'un espace partagé il se partage avec des gens de l'extérieur de la communauté. C'est pas uniquement ceux qui l'ont conçu qui le partagent. Alors dans ce que je connais, ça dépend des habitats. Il y en a qui ont vraiment le projet de faire un accueil à l'extérieur, d'accueillir à l'extérieur, de faire des projets avec l'extérieur, et il y en a beaucoup moins. Il y en a qui ont le projet qui ne le font pas d'ailleurs aussi, il y en a où ça ne marche pas très bien. Bon, ça dépend ça dépend. Mais très souvent, en tout cas, beaucoup plus que la moyenne des habitats, je veux dire, classiques, il y a en tout cas ce projet-là, effectivement, de faire quelque chose ouvert vers l'extérieur, qui accueille, qui organise quelque chose. Ouais. Juste pour compléter ce que dit Pierre, effectivement, je crois que dans l'habitat participatif, ça dépend des projets, ça dépend du contexte, ça dépend beaucoup de la localisation. Et il y a des projets d'habitat participatif selon les quartiers ou les espaces où ils sont implantés, ça fait partie intégrante du projet. Est-ce que ça marche? C'est une autre question. Moi, mes enquêtes n'ont pas permis de vraiment aller jusqu'au bout de ça, mais est-ce que ça marche? Est-ce que vraiment l'habitat participatif, ça ouvre sur l'extérieur? Je ne saurais pas répondre, et probablement il y a des cas très différents. Alors voilà, je ne sais pas si... je me mets juste là parce que sinon il y a trop de lumière, je ne vois pas très bien. Est-ce que quelqu'un a peut-être envie soit d'apporter une contribution, de continuer un petit peu cette discussion par une expérience précise ou une question qui est posée? Je m'adresse aussi bien au public qu'à nos intervenants de cet après-midi. Et je vous vois hésiter. Alors peut-être je vais vous laisser le micro. Ah non, pardon, non, je pensais que... Très bien. Voilà, il n'y a pas de... Pardon pour la caméra. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions naïves. Pardon si c'est un peu gênant, mais je sais qu'il faut vraiment insister parce que voilà, vous voyez, voilà. Alors je vous laisse la parole si vous voulez, voilà, Carole Samuel, vous présenter d'un mot et nous dire votre question, votre remarque. Oui, j'hésitais à prendre la parole puisque cet après-midi je l'aurai aussi, donc j'invite les personnes qui sont là à la prendre la parole, mais je prends la première fois parce que c'est des fois la plus difficile. Donc oui, je suis Carole Samuel, je suis accompagnatrice de projet d'habitat participatif. C'est à ce titre-là que je m'exprimerai cet après-midi. Et c'était super. Merci Sabrina pour ces échanges. Je pense que j'adorerais avoir des conversations plus approfondies, peut-être tout à l'heure. Il y a des choses que j'ai relevées et sur lesquelles j'avais envie d'apporter mon regard en tant que spécialiste de l'habitat participatif. En fait, il y a un moment, l'observation qui était faite, c'était de dire que l'unité de Le Corbusier permettait en fait de donner accès au téléphone, par exemple, à un moment où, dans l'histoire, où les personnes n'avaient pas des téléphones individuels. Donc ça me fait penser aussi à la vie de village où, moi, mon grand-père, il avait un camion et les autres n'avaient pas de camion. Donc les gens se rendaient service. Et moi, c'est un de mes moteurs qui m'amène à l'habitat participatif, c'est cette solidarité qui a été toujours là dans notre histoire. Et l'habitat participatif, pour moi, c'est un outil de cette solidarité. Et en fait, ce que j'avais envie d'apporter comme réflexion sur cette constatation, c'est de se dire, aujourd'hui, on peut toujours, et c'est ce qu'on dit dans l'habitat participatif, dans le réseau, se dire, l'habitat participatif me permet d'avoir quelque chose que je ne pourrais pas avoir si j'y allais toute seule.
vers mon logement, mais ça peut aussi me permettre d'éviter de posséder quelque chose dont j'ai besoin que de temps en temps. Donc ça, j'aimais bien faire ce parallèle, quoi. Après, j'ai plein d'autres choses, mais je me dis que cet après-midi, on me donnera la parole. Alors voilà, c'était pour lancer les questions. Peut-être juste pour réagir à ce que vous venez de dire, puisque je crois que cet après-midi, on parlera du village vertical. Et l'idée de village vertical, elle vient de Le Corbusier. Parce qu'effectivement, les habitants disent souvent c'est comme un village dans cet immeuble, et comme un village vertical, puisqu'on est dans une tour d'habitation. Et donc, il y a cette référence au village et à l'entraide, aux solidarités, de voisinage. Mais comme je disais tout à l'heure, dans un village, vous n'êtes pas obligé de tout partager avec vos voisins. Donc en fait, il y a aussi cette liberté des habitants de prendre part ou pas à la vie collective. Et comme dans un village, forcément, quand on partage des espaces, quand on partage des moments, il y a aussi du conflit. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le téléphone ou la télé, c'était la même chose, parce qu'effectivement, on voit comment cette idée se recompose aujourd'hui dans l'habitat participatif autour d'autres enjeux. Dans les années 50, c'était plutôt des enjeux de développement, d'accès au confort moderne, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt des enjeux, j'allais dire, peut-être de décroissance, où on se pose la question de, finalement, est-ce que c'est vraiment malin d'avoir chacun notre voiture, chacun, je ne sais pas quoi, nos outils de bricolage, etc. Et où on remet en commun, mais pour d'autres raisons. Donc c'est intéressant de voir ce retournement et de voir cette évolution sur le temps long. Très intéressant. Merci, Carole Samuel, pour le témoignage. Et alors, voilà, si quelqu'un a envie de prendre la parole, madame, bien sûr. Juste un mot, parce que j'ai un sentiment de grande envie en vous écoutant. Parce que moi, j'habite à l'unité d'habitation de Firminy, mais il n'y a pas tout ça, quoi. Ma déception, elle est énorme. J'y suis depuis 2016. Et je suis venue justement un petit peu dans cet esprit de me dire bon, on va partager, je vais rencontrer des copines, enfin bon, tout ça. Oh, c'est de pire en pire. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est... et je le dis aussi parce que si j'ai bien compris, il y a des étudiants en architecture. L'architecture ne fait pas tout. Et dans un même immeuble, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire, évidemment, ces espaces tels qu'ils sont pensés par Le Corbusier, ils peuvent favoriser une vie collective. Mais s'il n'y a pas l'émergence sociale, s'il n'y a pas le groupe qui porte la vie collective dans l'immeuble, surtout à cette échelle-là, s'il n'y a pas quelques voisins qui s'organisent entre eux, on peut avoir l'architecture la plus qualitative des espaces partagés et ça ne fonctionne pas. Donc, ça pose cette question-là, que j'ai observée dans d'autres exemples architecturaux et voilà, d'autres architectures intéressantes, notamment celle de Jean Renaudy, que vous connaissez aussi à Givors ici. Dans ce cas-là, peut-être je prolonge votre témoignage, madame. Et alors, peut-être la question peut à l'un à l'autre, s'adresser à l'un à l'autre, peut-être à nos intervenants de cet après-midi. Mais qu'est-ce que pourrait faire madame aussi pour essayer de l'initier, cette vie-là? Est-ce que l'architecture ne fait pas tout? Mais là, l'architecture est là, en tout cas, elle peut les accueillir, tous ces usages-là. Alors comment est-ce qu'on évite à madame de déménager de l'autre côté de la France? Je vais dire un peu ce que je fais, c'est-à-dire que je reçois à la maison les copines pour venir jouer au Scrabble. Et puis, je fais partie de l'association des habitants. Mais bon. Et c'est déjà beaucoup. Oui, mais bon, ça se renouvelle. Bon, certains s'en vont, mais personne d'autre ne prend la place. Après, moi, je pense que tout ça n'est pas linéaire. Enfin, c'est pas parce que ça marche pas à un moment que ça marche pas après. Et c'est ça qui est intéressant parce que peut-être je vous en brosse un portrait un peu très idéal, mais je pense que pour un certain nombre d'habitants, c'est pas comme ça dans la maison radieuse. Et notamment dans les années 80-90, je pense qu'il y a eu des moments durs où on partageait pas les mêmes valeurs, où on voulait plus aller dans le hall parce que c'était un espace de conflit, dans le parc aussi pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce qu'il y avait des différences de mode de vie très importants. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ces immeubles qui perdurent dans le temps, et voilà, c'est qu'on voit les choses aussi changer, évoluer, et bon, ça traduit. Voilà, c'est ça. C'est l'idée vraiment
d'appropriation, de désappropriation, d'engagement, de désengagement des habitants, mais qui est aussi probablement à l'image de ce qui se passe plus généralement dans l'habitat collectif en général. Et alors, je ne suis pas d'une nature très optimiste, les sociologues ne sont jamais très optimistes, mais quand même, moi je vois qu'il se passe quelque chose. Alors, c'était une de mes idées quand j'ai regardé ce qui se passait dans l'habitat participatif. J'y voyais une émergence de quelque chose de nouveau, de nouvelles formes de mobilisation des habitants. Et moi je trouve qu'on commence à le voir dans certains cas, et ça c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai l'impression que les choses dans le logement social et que les bailleurs essayent, alors avec beaucoup de difficultés, hein, ils essayent d'impliquer les habitants, de lancer des initiatives, mais on voit aussi des collectifs d'habitants qui se recomposent dans des nouvelles formes qui ne sont pas forcément des formes associatives, qui peuvent être des formes plus spontanées. Ça peut être un groupe de voisines qui se mettent à jouer au Scrabble et puis ça crée autre chose. Et puis voilà. Donc dans des formes plus spontanées, moins organisées, mais où il se passe quelque chose entre les habitants et ça permet une implication dans la vie quotidienne des immeubles. Oui, merci. Du coup, j'avais dans mes petites notes de tout à l'heure une remarque, vous me donnez l'opportunité de la porter. En fait, Sabrina avait posé la question de dire avec qui on peut partager. Voilà, c'est une bonne question. Ou aussi comment on peut partager. Et moi, j'ai envie de dire que je préfère me poser la question de comment partager. En fait, moi, dans mes jours optimistes, il y en a qui sont pessimistes, c'est vrai, quand on regarde toute l'introduction qu'il y a eu tout à l'heure. Mais dans mes jours optimistes, j'aime bien me dire qu'on peut partager avec tout le monde, en fait, à partir du moment où on décide ensemble comment on partage. Donc, ce qui est intéressant dans l'observation que nous permet cette habitante, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on va le faire ? C'est-à-dire, par exemple, ces dames ont envie de jouer au Scrabble, c'était ça le jeu, je crois, et peut-être il y a des jeunes qui ont envie de faire une fête. Et ce qui est important, c'est que ces dames qui veulent jouer au Scrabble, qui ont besoin à un moment donné de la salle qui est propre, et ces jeunes qui veulent faire une fête, non mais quand il y a une salle commune, eh ben, ils puissent à un moment donné aussi se rencontrer tous pour se dire comment on fait pour que ça se passe bien. Et à partir de là, on peut enclencher dans des lieux où il y a déjà des espaces communs prévus, on peut enclencher la mise en place et l'évolution des usages dans le temps. Donc c'est sur le comment que je voulais un peu insister pour se dire, en fait, avec un peu des méthodes, que moi j'en ai plein dans mon sac à dos, on peut mettre en place cette bonne, ce bien vivre, comme on dit, ensemble. Ben voilà, peut-être bientôt un grand concours de Scrabble à Firminy dans l'unité d'habitation. On sera là, hein, évidemment. Alors voilà, Jean-Marc Chazot. Alors moi, je voulais réagir par rapport à quelqu'un qui n'habite pas Firminy, mais qui connaît depuis très longtemps l'unité d'habitation du Corbusier. Et je pense que dans les projets de Le Corbusier, moi je connais 3 des unités d'habitation, donc Marseille, beaucoup moins, et Rézé, que j'ai pas visité, mais que je suis passé à côté de Rézé, je me suis arrêté, j'ai pas eu le temps de visiter. Il me semble que Rézé a eu un avantage, c'est que, si j'ai bien compris votre présentation, c'était un peu semblable à Firminy, dans le sens où c'était un lieu relativement isolé par rapport à la ville, sauf que la ville a rattrapé Rézé, a rattrapé Le Corbusier. Du coup, c'est devenu quelque chose d'enclavé dans la ville, et c'est pas le cas à Firminy. Or, à Marseille, il y a eu cette, je ne sais pas si c'est toujours le cas, cette rue commerçante en pied de l'unité du Corbusier. Il ne me semble pas, par contre, qu'il y ait beaucoup de parcs autour de Marseille. C'est vraiment dans la ville, et je crois que du coup, c'est beaucoup plus impliqué dans la ville. Firminy, il n'y a ni eu cette rue commerçante en pied d'immeubles, ni eu la ville qui a rattrapé, puisque c'est toujours relativement isolé du reste de la ville. Donc aujourd'hui, on a à Firminy, quand on y va, on voit le parking, il est archi plein. Donc ce côté de vie dans la ville de Firminy, il a, à mon avis, un petit peu disparu. Moi, j'ai beaucoup connu, parce que je connaissais beaucoup d'habitants du Corbusier, il y avait beaucoup de militants dans les années 80-90,
Et à cette époque-là, il y avait une vraie vie. Moi, je le vois en extérieur au Corbusier. J'allais régulièrement, j'ai dû y aller 2 fois, mais aux fêtes de la Saint-Jean en juin, où il y avait un grand feu de joie en bas de l'immeuble. Alors, comme vous l'avez dit, dans les années 80-90, il y a eu sans doute des tensions. Mais alors après, l'histoire m'a un peu échappé, mais il me semble quand même que la moitié de l'immeuble a été fermée pendant pas mal d'années. L'école a fermé ses portes il y a déjà longtemps maintenant. Donc vous, en arrivant en 2016, bien sûr qu'elle n'y était plus depuis longtemps. Il y a tout ce côté collectif qui a disparu. Donc effectivement, comme l'a dit Carole, il y a tout à recomposer, mais pas forcément avec le public du départ. Mais ça peut être intéressant aussi de recréer une vie collective. Mais pour moi, elle a existé à Firminy. Alors, j'y ai pas habité, je le dis en extérieur, mais elle a existé de façon intéressante dans les années 80-90. C'est vrai que peut-être la différence, c'est qu'à Rezé, la continuité avec la population du départ, elle a été assurée par l'association des habitants qui sont dont un certain nombre est resté là très longtemps, avec parfois des enfants des plus anciens qui venaient habiter là, qui avaient vécu quand ils étaient petits, qui avaient de bons souvenirs et qui, du coup, essayaient d'accéder à un appartement. Donc il y a une espèce de continuité qui a été assurée, même s'il y a eu des ruptures très très fortes, c'est sûr. Et puis surtout, ce que je voulais dire dans ce que vous racontez, c'est qu'évidemment, les contextes urbains de chaque immeuble sont très différents. Et celui de Marseille... alors, c'est pas en pied d'immeuble, les rues commerçantes, elles sont dans les 3e rues, parce que l'idée, c'était vraiment que ce soit au milieu de l'immeuble. À Marseille, ça a été tout de suite vendu, donc c'est une copropriété dans un quartier chic de Marseille. Donc, toute la rue commerçante est devenue, en fait, des bureaux, des agences d'architecture, des espaces pour les artistes. Donc moi, je ne connais pas bien, parce que je n'ai jamais vraiment enquêté à Marseille, mais clairement, il n'y a pas la même vie collective. Enfin, c'est un autre type de population aussi, contrairement à Firminy et à Rezé, où il y a toujours eu ce caractère social de l'immeuble. Puisqu'on parlait des différents points de vue, voilà cette discussion qui l'illustre bien, et je vais donner la parole. J'ai vu une oreille attentive, j'ai senti une oreille attentive de la part de Géraldine Dabrijon, directrice, je rappelle, du site Le Corbusier de Firminy. Peut-être si vous voulez réagir à tout ce qui se dit. Alors, l'équipe du site connaît bien les unités d'habitation, on en a visité plusieurs. On les met en tourisme, on n'a pas parlé, mais ça aussi, c'est un facteur important, parce qu'on fait découvrir ce lieu. Pour la question de l'habitat collectif, en tout cas, je pense que la première chose, bien sûr qu'il faut avoir le même système de valeurs, souvent, pour pouvoir partager les choses, mais la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur 80% de logements sociaux chez nous, les références ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'avant même d'être dans le partage d'un système de valeurs, il faut déjà être dans le respect de l'architecture. Et pour être dans ce respect de l'architecture, en tout cas, ou dans le respect du lieu de vie, parce que finalement, souvent, c'est la question qui se pose, parce qu'on est dans des incivilités, on ne respecte pas forcément le lieu de vie, le cadre de vie. Souvent, nous, notre rôle, ça va être aussi de valoriser cela, finalement, à travers des actions de médiation, qui vont permettre aussi aux personnes qui n'ont pas les référents, finalement, d'amener des référents et de valoriser ce bâtiment. Si on prend le cas de Firminy, à la différence de Marseille, si on rentre vraiment rien que dans la question de la population, Marseille, c'est essentiellement des CSP+, des gens qui sont plutôt cadres et qui ont acheté, qui sont des avertis. Donc forcément que le contexte, il peut que marcher. Parce qu'en fait, ces gens, ils ont fait le choix d'y vivre. À Firminy, nous, on a 80% de la population qui ne font pas le choix d'y vivre. On les met dans des logements sociaux. Et en plus, ils n'ont pas de clé de lecture sur ce logement social. Ce que je reproche souvent aux bailleurs, c'est justement de ne pas initier ça. C'est-à-dire qu'à un moment, donner des clés pour mieux comprendre dans quel espace on va vivre et comment on peut mieux vivre et vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas finalement dans l'ensemble d'ailleurs des logements sociaux. C'est-à-dire qu'on vous donne un espace, mais on ne vous explique pas, en tout cas quand on est sur un patrimoine, pourquoi cet espace il est unique et pourquoi ça peut être aussi une grande chance finalement d'y vivre. Donc à Firminy, on le ressent encore. Et après, il y a aussi tout le contexte social. Et nous, on le connaît bien à Firminy, d'incivilité et puis aussi de paupérisation de la population, qui fait que l'enjeu de la population n'est pas d'être dans le partage, l'enjeu de la population est de survivre. Donc en fait, c'est compliqué après d'être sur cette dimension du participatif, mais je pense qu'il y a des espaces communs qui permettent ça. C'est-à-dire, par exemple, la base, les pilotis sont souvent des lieux de rencontre. À Firminy, le hall, il est très bien conçu. Enfin, chez Le Corbusier, il est bien conçu parce qu'en fait, vous êtes obligé de passer par le hall.
Donc à un moment, vous êtes obligé de rencontrer la personne, quoi. Vous ne pouvez pas y échapper, en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui de la plupart des bâtiments en logement social. C'est-à-dire que le hall, il est isolé et vous pouvez croiser personne, quoi. Donc c'est des petites choses, mais qui font que ça fonctionne. Et après, sur Firminy, comme vous le disiez, le souci qu'on a eu, c'est que c'est un nouveau quartier qui s'est créé. Et donc finalement, on a une espèce de forteresse qui est sur le haut de la ville et qui est complètement déconnectée finalement de l'histoire de la ville et du lien de ce que j'appelle moi la base ville, finalement, du lien qu'on peut avoir. Donc alors c'est aussi un avantage, hein, parce que ça veut dire qu'on est entouré de nature et on est à la fois dans le collectif et à la fois on n'a pas les contraintes de l'urbanisation. Donc ça, je pense que c'est aussi un vecteur important qu'on essaie de mettre en avant, nous, à travers les actions de sensibilisation autour du patrimoine. Et après, sur les autres 6, Marseille, voilà, il y a un hôtel. Marseille, c'est 10 000 € du mètre carré. Firminy, c'est 700 € du mètre carré. Donc voilà, rien que ça, déjà, ça dit beaucoup de choses. Merci pour cette intervention. Et c'est un lien à faire d'ailleurs à ce qu'on voyait tout à l'heure avec la question du patrimoine. Peut-être que je disais, Rezé, c'est un cas particulier. Finalement, peut-être c'est un cas particulier dont on peut s'inspirer aussi et valoriser, mettre en avant la valeur patrimoniale d'un lieu pourrait participer, selon ce que nous dit Géraldine d'Abrigeon, et je pense que ça s'entend plutôt, à favoriser la mise en commun. Si j'ai encore une minute, David, juste sur les clés de lecture et sur cette question effectivement du patrimoine architectural, une des questions que je posais aux ménages que je rencontrais, aux habitants que je rencontrais, une des premières questions c'était qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes rentré dans l'appartement? Et j'étais frappée de voir justement la différence sociale qui s'exprimait, ou les clés de lecture, comme disait Géraldine, qui s'exprimaient très différemment selon les ménages, avec ceux qui me disaient tout de suite la vue, la lumière, c'était exceptionnel et je voulais m'installer là tout de suite, j'ai accroché sur l'appartement. Et puis ceux qui me disaient c'est tout petit, le plafond est très bas, c'est sombre, etc. Et donc voilà, on voit bien qu'effectivement il y a une question de la perception sociale de l'architecture avec des habitants qui n'ont pas les clés de lecture ou qui n'ont pas effectivement les ressources culturelles qui fait qu'ils accrochent sur cette architecture. Alors, c'est très compliqué. Et la stratégie du bailleur à Nantes, qui est une stratégie intéressante, mais évidemment très compliquée à mettre en place pour les bailleurs, c'est d'avoir mis dans ces appartements des locataires qui voulaient venir. C'est pas évident, parce qu'évidemment, peut-être à Firminy, vous n'êtes pas dans ce contexte, mais à Nantes, on est dans un contexte de marché du logement un peu plus tendu, et il y a des listes d'attente, il y a des règles d'attribution, et donc c'est pas facile, et c'est aussi une des problématiques dans l'habitat participatif, quand ça se développe dans le cadre de l'habitat social. C'est pas facile d'outrepasser ces règles, mais quand les habitants veulent venir, ça change quand même tout.